Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et le partenaire du jour, on l'a déjà entendu doucement glisser dans le studio, c'est Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, bonjour. Et je suis ravie de vous avoir à côté de moi, hein. Ça fait du bien de vous voir de temps en temps. Je suis là. Décidément, je suis chanceuse en ce moment avec François Bousset qui était à mes côtés hier. Je rappelle, vous êtes fondateur de Putsch Media, vous avez peut-être un article à mettre en avant. Non, j'ai une inquiétude à relever, chers amis. Moi, je suis très inquiet pour Papy Joe, parce que Papy Joe, il cherche Jackie. Alors, après le où est Charlie, où est Jackie, donc Papy Joe Biden, bien sûr. Chercher Jackie, une parlementaire qui était décédée depuis un mois et demi, et Papy Joe, bien entendu, l'a appelé à la tribune pendant un discours. Et la Maison Blanche, a eu beaucoup de mal à dire. La Maison Blanche a quand même dit, avec son porte-parole là, qu'il pensait tellement fort à elle qu'il l'a appelé dans la salle. Donc Papy Joe, il va pas bien, les amis. Il va pas bien, on le savait, mais là, ça commence à devenir tellement flagrant que... Même BFM en parle, donc ça va très très mal. Oui, ça va très très mal. Merci Nicolas Vidal. On se tourne avec vous, évidemment, vers notre invité du jour. Ligne droite. Vue de haut. Et notre invité est Jacques Beau. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Vous êtes ex-membre des renseignements suisses, chef de la doctrine des opérations de la paix pour les Nations Unies, chef de la lutte contre la prolifération des armes légères à l'OTAN, enfin ancien chef à chaque fois, au sein de l'OTAN, et vous avez participé à des programmes en Ukraine notamment, après la révolution de Maïdan entre 2014 et 2007. Vous avez écrit plusieurs livres récemment, notamment le dernier en date, Opération Z, aux éditions Max Milo. Nicolas Vidal, est-ce que vous voulez bien le montrer à l'antenne pour ceux qui sont sur YouTube? Très bon livre, absolument. On va en parler avec Jacques Beau, mais c'est un livre passionnant qui vous donne un autre point de vue pertinent. Voilà. C'est toujours intéressant d'entendre d'autres points de vue. Et alors, aujourd'hui, on voulait surtout, Jacques Beau, parler avec vous du sabotage du gazoduc Nord Stream, enfin des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Je rappelle les faits. Le 27 septembre, le Danemark découvrait dans ses mers 3 fuites de gaz importantes depuis les gazoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Allemagne en mer Baltique, au large de l'île danoise de Bornholm, alors est-ce que je prononce bien? Des détonations ont également été entendues précédemment. Alors l'Europe et la Russie dénoncent un sabotage. Certains députés allemands et anciens ministres des Affaires étrangères polonais ont même pointé eux clairement du doigt les Américains. Je précise qu'il y a eu un tweet comme ça de l'ex-ministre des Affaires étrangères polonais Radek Sikorski qui a tweeté merci. Thank you USA, donc merci les Américains, on va dire, c'est merci les États-Unis. Alors selon la Libération, il y a la thèse du sabotage est quasiment certaine et les doutes émergent sur le rôle de la Russie, ça c'est Libération. Alors voilà, en tout cas on cherche à comprendre qui peut être l'auteur des faits. Ce qui est sûr, c'est que l'opération ne peut venir que d'un État. Ça c'est un spécialiste des questions de défense qui l'expliquait, mais quel État? C'est bien toute la question qui se pose et qu'on va poser à Jacques Beau, avec Jacques Beau qui a réuni pas mal d'informations sur le sujet, Jacques Beau, depuis le début. Puis d'ailleurs vous aviez révélé quelques éléments intéressants juste avant le sabotage, dans un autre média qui s'appelle le Cercle Aristote, notamment. Sur le décret... oui. Sur quel décret? Je suis pas sûr d'avoir déjà donné des informations sur cet événement. Oui, c'est-à-dire que vous aviez déjà à l'avance rappelé des éléments qui sont intéressants, notamment que Reagan avait signé. Oui, tout à fait. Avait signé un décret. Absolument, j'allais y revenir. J'allais y revenir. Alors évidemment, il est difficile aujourd'hui de dire qui est à l'origine de ces sabotages, mais je pense qu'on peut affirmer avec une certaine certitude qu'il s'agit bien de sabotage, puisque ce sont des pipelines qui nécessitent pour être éventrés, comme c'est le cas, des quantités d'explosifs assez importantes et qui sont à une profondeur qui rend difficile l'emploi de plongeurs simplement comme ça, de plongeurs amateurs, disons. Donc, on a affaire à une opération complexe qui nécessite des moyens complexes et qui nécessite des moyens importants. Donc à ce stade, en toute honnêteté, je ne peux pas vous dire qui a commis ça. Mais si on regarde les différents acteurs possibles et qu'on procède par élimination, la Russie est certainement celui qu'on peut éliminer en premier. Pourquoi ?
D'abord parce que le but d'un tel sabotage est évidemment de couper définitivement l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne. Ça semble assez clair. Or, les Russes n'ont pas besoin de détruire ces pipelines, qui d'ailleurs leur appartiennent. Oui, c'est leur propre infrastructure, donc c'est vrai que c'est leur propre infrastructure, donc on voit pas très bien pourquoi ils le feraient, or qu'il serait beaucoup plus facile pour eux de simplement tourner le robinet au début du gazoduc. Et c'est pas simplement une boutade, mais c'est que si vous faites une opération comme ça, de la part des Russes, ce serait pour faire une pression, par exemple, sur l'Allemagne. Or, vous faites une pression dans la mesure où vous avez la possibilité de fermer et d'ouvrir le robinet par la suite. N'est-ce pas? Si vous détruisez l'infrastructure, il n'y a plus de pression possible. Vous avez détruit, fini. Donc, ça ne permet rien. Donc, si c'était la Russie, ils auraient simplement fermé le robinet et puis ils auraient dit, voilà, tant que vous faites pas ceci, tant que vous n'allégez pas les sanctions, par exemple, eh bien, on n'ouvre pas. Voilà. Et puis à ce moment-là, quand on enlève, suspend les sanctions, par exemple, alors on pourrait ouvrir. Donc, en l'occurrence, il ne semble pas que ce soit les Russes. Maintenant, dans la région, et Jacques, pardon, si on reste juste encore une minute sur la Russie, après je vous laisse continuer de développer. Vous aviez déjà exprimé aussi le fait que la Russie, même en conflit, même en temps de guerre froide, n'a jamais coupé les robinets du gaz. Ça fait pas du tout partie de ses pratiques habituelles. J'allais y venir, mais je veux y venir par un autre biais. D'accord, allez-y, alors je vous laisse développer. Donc, les autres candidats possibles sont naturellement les Polonais, qui ont été depuis le début opposés à ces pipelines. En fait, les Polonais auraient bien voulu que ces pipelines passent sur leur territoire, pour la bonne et simple raison que ces pipelines sont une source de revenus importante. C'est une des principales sources de revenus, par exemple, de l'Ukraine, qui encore aujourd'hui, enfin peut-être plus aujourd'hui, mais jusqu'à hier, avait du gaz qui transitait par son territoire et qui recevait des royalties pour ce passage, et c'est une source de revenus extrêmement importante pour l'Ukraine, et ça l'aurait été pour la Pologne. Donc la Pologne pourrait être intéressée, elle s'est toujours opposée à ces deux pipelines. D'autres candidats qui sont, alors cette fois-ci on tombe dans les candidats les plus sérieux, et c'est notamment les États-Unis qui eux ont toujours été contre toutes les liaisons, toutes les liaisons entre la Russie et l'Europe, et en particulier l'Allemagne. Depuis les années 60, la fin des années 60, la Russie, ou l'URSS à l'époque, fournissait du gaz naturel à l'Europe à travers l'Allemagne. Et dès cette époque, les Américains ont manifesté une certaine inquiétude de voir l'URSS se rapprocher des Occidentaux, et notamment l'Allemagne. Ils ont toujours craint un peu l'Allemagne, qui est vraiment le moteur économique de l'Europe. Et ils sont toujours efforcés d'essayer de restreindre ces capacités d'échange de gaz et d'énergie depuis la Russie. Et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. D'ailleurs, en 1982, on a un rapport d'ailleurs de la CIA qui explique très clairement que c'est à l'occasion de la mise en service du gazoduc qui va de Urengoy à maintenant là, le nom m'échappe. En Ukraine, c'est une ville qui est à la frontière ukrainienne, qui est le gazoduc Fraternité, Bratstvo. Et la capacité de ce gazoduc était telle que les Américains ont eu peur que ça rapproche de manière définitive l'Allemagne et les Européens de l'URSS. Et le président Reagan a signé un ordre présidentiel, c'est un décret présidentiel, si vous voulez, qui autorisait la CIA à saboter
ce pipeline, ce gigantesque pipeline. Et c'est ce qui a été fait. Et ça a été pratiquement la seule fois qu'il y a eu une interruption dans la livraison de gaz entre la Russie et l'Europe. Sinon, durant tout le reste de la guerre froide, y compris à des moments extrêmement tendus, comme notamment lors de l'incident de l'avion coréen KL-007 au-dessus de l'île de Sakhalin, qui avait été abattu par la chasse soviétique, qui avait amené des tensions considérables entre l'Est et l'Ouest, et bien même à ces occasions-là, la livraison de gaz n'avait pas été interrompue. Alors, je précise, je fais juste une précision concernant cette information-là. Vous pouvez la retrouver également dans le livre de Thomas C. Reed, ancien conseiller de Reagan, et qui a tout révélé dans un livre qui a été publié en 2004. Hein. Et là, je vois par exemple, c'est un titre de Libération qui parle exactement de cette information que vous citez, Jacques Beau. Voilà, tout à fait. Donc, le fait est très connu. Hein. Je n'invente rien du tout. Et donc, les Américains, eux, ont toujours considéré qu'il fallait que tous les liens avec la Russie compromettaient leur politique à eux vis-à-vis de l'Europe et naturellement vis-à-vis de la Russie. Donc, c'est aujourd'hui des candidats très sérieux pour avoir commis ce sabotage au niveau je dirais, de l'intention ou des objectifs politiques. Maintenant, ce qui s'est passé ces dernières semaines dans la région de Bornholm. Alors Bornholm, il faut comprendre, c'est une petite île danoise qui est située au centre du détroit qui fait passer la Baltique, enfin qui permet de sortir de la Baltique en direction de l'océan Atlantique. Et ce détroit est appelé dans le jargon de l'OTAN les BALTAP, Baltic Approaches, c'est-à-dire le passage de la Baltique, si vous voulez. C'est l'endroit qui, depuis maintenant plusieurs décennies, est un endroit clé de la défense de l'OTAN pour la surveillance de l'accès des sous-marins nucléaires soviétiques, enfin russes, jusqu'à l'Atlantique Nord. Et parce que effectivement, c'est un passage obligé pour les sous-marins. Donc, autour de Bornholm est une petite île, c'est vraiment très très petit, mais il y a plusieurs installations d'écoute électronique et plusieurs installations d'écoute subaquatique qui sont là avec des senseurs sur toute la largeur pratiquement de la Baltique et qui permettent de surveiller dans le détail tout ce qui se passe dans cette zone. Or, les 3 sabotages que l'on a observés ces derniers jours se sont passés tous dans l'environnement de Bornholm. Donc, il est assez peu vraisemblable que des sous-marins russes aient pu pénétrer dans cet espace sans avoir été détectés et sans que la marine danoise et la marine américaine aient pu intervenir contre cette intrusion. Je rappelle aussi que c'est une chose qu'on n'a pas beaucoup dit dans les médias, mais qu'en 2015, la marine suédoise a neutralisé un drone sous-marin. Alors, quand on parle d'un drone sous-marin, on parle quand même d'un petit sous-marin, hein, c'est 4 mètres de long à peu près, c'est quelque chose d'assez volumineux quand même. Et la marine suédoise a intercepté un de ces drones sous-marins qui était équipé de plusieurs centaines de kilos d'explosifs déjà et qui visait déjà en 2015 à détruire les pipelines qui étaient en place. Donc, mais on avait identifié l'origine de ces drones ou pas? Alors, on sait qu'ils sont occidentaux, mais les Suédois n'ont pas divulgué la nationalité des pays. Mais on sait qu'ils sont occidentaux. D'accord. Donc, il est assez vraisemblable qu'on ait un scénario assez analogue qui soit présenté cette fois-ci, d'autant plus que la marine américaine a fait ces dernières semaines toute une série de manœuvres dans la région
de Bornholm. Exactement. D'ailleurs, on a même les relevés des vols d'hélicoptères qui recoupent à peu près exactement les emplacements où ont été détectées les explosions sur les deux gazoducs, ou les 3 gazoducs. En fait, il s'agit de 3 gazoducs qui ont été touchés. Donc, là, vous parlez du détachement expéditionnaire de navires américains, c'est ça, qui était dirigé par notamment le Kearsarge. Oui. Oui, exactement, le USS Kearsarge, qui était le navire amiral, si je peux dire ça comme ça, de cette flottille, de cette task force. Alors moi j'ai comme indication de kilométrage qu'ils étaient situés à 30 km du site du sabotage de Nord Stream 1 et à 50 km du Nord Stream 2 au moment où donc, leur position était entre les deux. Oui. Ils étaient effectivement entre les deux, mais quand on regarde les vols d'hélicoptères, des hélicoptères qu'on utilise pour les interventions, l'engagement de forces spéciales, etc., on s'aperçoit que leur trajectoire, elle, suit plus fidèlement le trajet. Alors ça ne veut pas dire, évidemment, tout ça ne prouve rien, mais tend à montrer que l'accusation contre la Russie prend un peu l'eau si vous passez ce mauvais jeu de mots dans ces circonstances. Et peut-être Jacques Beau encore, dans ces indices, je ne sais pas si vous comptiez arriver à ce développement également, mais sinon j'en parle tout de suite. Dans ces indices, enfin ces éléments de coïncidence, on va dire, concernant les Américains. Là, je parle du journal officiel de publication de la Navy américaine, donc qui s'appelle Sea Power, et qui indique que le 10 juin, la marine américaine faisait des manœuvres de plongée, pour le coup, d'explosifs et de drones sous-marins sur la zone où eu lieu également ces sabotages des Nord Stream. Exactement, oui, tout à fait, c'est tout à fait juste. Donc on sait qu'il y avait, alors, il s'agissait probablement à ce moment-là d'opérations de reconnaissance, probablement, pour essayer d'explorer les lieux et voir comment attaquer. Si c'est ça, bien entendu. On met ça au conditionnel, mais on s'aperçoit qu'il y a une certaine cohérence autour d'une responsabilité américaine, disons ça comme ça. À la fois doctrinale, politique et surtout. Alors politique, oui, parce que on n'a pas encore à toucher ce point-là. Ces sabotages interviennent au moment où, en Allemagne notamment, d'abord vous avez eu des manifestations gigantesques dans plusieurs villes allemandes pour abandonner les sanctions contre la Russie et entamer un dialogue avec la Russie, précisément pour revenir sur la catastrophe énergétique qui va viser en premier lieu l'Allemagne. Je rappelle que l'Allemagne est le premier pays qui va subir les effets des sanctions que l'Europe a adoptées contre la Russie. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, vous avez des parlementaires ces dernières semaines, des parlementaires de l'opposition allemande qui ont commencé à évoquer la possibilité d'initier ou de réinitier un dialogue avec la Russie en vue de l'ouverture des gazoducs. Donc, si vous voulez, il y avait probablement une fenêtre d'opportunité pour les Occidentaux pour créer une situation de non-retour à propos de ces pipelines et de continuer ainsi à cette politique d'isolation de la Russie qui a été amorcée en février. Jacques Beau, je me permets de vous aborder une idée, la question que je voulais vous poser, c'était est-ce qu'on arrive à un point de non-retour, notamment, quelles sont aussi les conséquences pour l'Europe, et dans ce cas-là, est-ce que les États-Unis, bien entendu, vont retirer les marrons du feu par rapport à ça, parce que si à un moment donné ce pipeline met encore plus l'Allemagne à genoux, et on le sait, voire l'Union européenne, on imagine que les États-Unis forcément vont remporter le pompon, passez-moi l'expression un peu triviale, non, selon vous? Alors c'est déjà fait. Je vous rappelle que les Américains qui ont, dans un premier temps, qui avaient déconseillé les Européens de prendre des mesures d'un embargo contre les produits pétroliers, les Européens ont voulu passer outre et ils ont fait cet embargo pétrolier, mais les Américains ont continué à importer du pétrole russe et ils continuent à importer du pétrole russe. Et quant au gaz,
bon, évidemment, les Américains ne peuvent fournir à l'Europe que du gaz liquéfié, puisque c'est la seule forme sous laquelle il peut être transporté à travers l'Atlantique. Mais les Américains ont clairement fait savoir aux Européens que leur capacité ne leur permettrait pas de remplacer le pétrole russe. Donc, si vous voulez, ils ont poussé les Européens à prendre des sanctions, tout en disant après, nous, on ne sera pas en mesure de remplacer ce que vous avez coupé de la Russie. Donc, les Américains ont commencé déjà à retirer leur marron du feu et laissent un peu les Européens seuls dans cette affaire. Mais Jacques Beau, la question que je voulais vous poser, c'est finalement, est-ce que vous pensez que l'Union européenne est totalement prise au piège? Et je m'en réfère à votre livre où vous dites finalement que une partie de nos élites ont une intelligence limitée, une maturité, vous parlez d'une maturité intellectuelle, une intelligence limitée. Donc est-ce qu'ils se sont laissés avoir finalement nos chers dirigeants européens et notamment la Commission européenne en tête de liste avec cette situation? Oui, alors je pense qu'on a des dirigeants européens qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux, pas à la hauteur intellectuelle des enjeux. Ils ont été incapables de prévoir. D'abord, ils ont été incapables d'analyser la réelle capacité de résilience de l'économie russe. Ce qui fait que au début, si vous voulez, au départ, l'idée était de faire provoquer, d'ailleurs, de nouveau, je n'invente rien puisque Alexei Arestovitch, le conseiller du président Zelensky, l'a dit lui-même dans une interview qui date de 2019 déjà, où il avait dit qu'il s'agissait de provoquer la Russie pour qu'elle attaque et ensuite d'asséner à la Russie tant de sanctions qu'elle se trouverait à genoux en quelques jours et qu'elle n'aurait même plus la force de mener une guerre en Ukraine. Et c'est un peu ce calcul simpliste qui a été émis par les élites européennes. Et quand vous regardez sur, par exemple, des chaînes comme France 5 ou LCI, où on vous disait, et on continue à vous dire que l'économie russe est comparable à celle de l'Italie, c'est évidemment une grossière erreur. La différence essentielle, il y a probablement une similitude dans les produits nationaux, le produit intérieur brut, mais la différence gigantesque entre la Russie et l'Italie, c'est que l'Italie est un pays qui est endetté jusqu'au cou, alors que la Russie n'a aucune dette. En d'autres termes, la Russie peut complètement, et c'est d'ailleurs ce qui se passe maintenant, elle peut s'isoler du monde occidental et pratiquement vivre, j'allais dire, je ne veux pas dire en autarcie, parce que l'économie russe a été affectée par ces sanctions, mais elle sera affectée dans une moindre mesure parce que elle a toujours ses alliés asiatiques et des contacts économiques avec le reste du monde qui font que finalement elle peut très bien se passer de l'Europe. Et le problème de nos élites, c'est qu'elles n'ont pas été capables de détecter cette capacité de survie de l'économie russe, et c'est la raison pour laquelle nous avons des paquets de sanctions qui s'ajoutent. On en est au 7e, bientôt au 8e, je n'ai plus fait le compte, mais on doit être à peu près à ça. Et ça dénote simplement l'incapacité des dirigeants de décider avec une idée d'anticipation, n'est-ce pas? On est dans l'immédiateté, on est dans le moment du moment, et quand on voit d'ailleurs, quand on a commencé à s'apercevoir que les sanctions allaient avoir des répercussions en Europe, on a commencé à prendre des contacts avec, par exemple, Israël pour obtenir du gaz, avec la Norvège, l'Azerbaïdjan. Donc ça veut dire en clair que il y a eu aucune anticipation, rigoureusement aucune, et c'est là que je vois un déficit intellectuel absolument gigantesque. Si on avait voulu faire ça intelligemment, on aurait fait dès le départ, et peut-être même quelques jours avant d'adopter les sanctions, de déjà prendre des contacts pour déjà assurer une alternative avant de déclencher les sanctions. Mais j'ai lu ça et là, Jacques Beau, Clément, je me permets là-dessus parce que ça me semble intéressant que Vladimir Poutine avait lui anticipé, pas prémédité, mais anticipé la restructuration de son économie. Ça fait plusieurs années. Si c'est le cas, comment on peut estimer à un moment donné que la désintelligence économique ou la bêtise économique de l'Union européenne et des Occidentaux n'ait pas vu à un moment donné que Vladimir Poutine était en train de restructurer son économie pour parvenir à une certaine
forme d'indépendance ou d'autonomie beaucoup plus grande et plus forte pour tenir le choc? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, alors qu'il y a eu les incidents de Maïdan en Ukraine, on a accusé la Russie d'être intervenue, on l'a accusé d'avoir annexé la Crimée, c'est-à-dire la Crimée qui était, je vous le rappelle, indépendante de l'Ukraine avant même l'indépendance de l'Ukraine. Mais bref, et donc on a sanctionné à ce moment-là déjà la Russie, et on a déjà commencé à sanctionner ses produits pétroliers. Le problème est qu'à ce moment-là, le cours des produits pétroliers était au plus bas, et les sanctions qui ont été appliquées à la Russie se sont superposées en réalité à ces prix bas. Donc, si vous voulez, les revenus de la Russie ont chuté brutalement d'un seul coup. Mais en 2022, après la crise de la Covid, les prix des produits pétroliers étaient au plus haut, et comme on le sait très bien, l'inflation et la pénurie de l'offre en matière de produits pétroliers s'était déjà amorcée à la fin 2021, et on était sur des cours qui étaient ascendants, ce qui fait que quand les Occidentaux ont voulu réappliquer le même modèle qu'en 2014, eh bien, ils ont simplement ajouter de la pénurie à la pénurie. Et par conséquent, ils ont tout simplement réduit l'offre et fait pas fait exploser la demande, mais réduit l'offre, ce qui est venu à une explosion des cours. Donc, Vladimir Poutine en 2014 a compris que son économie avait cette fragilité, et donc il a décidé, grâce un petit peu d'ailleurs à toutes les sanctions qui étaient faites, je prends l'exemple des sanctions sur les produits agricoles qui avaient été notamment prises par la France, qui a été catastrophique pour les agriculteurs français, mais qui a donner un signal à la Russie qu'il lui fallait commencer, elle, à développer cette agriculture. Ce qui était plus avantageux d'acheter à la France, mais ils ont dit bon bah on va serrer la ceinture un petit peu, et puis on va produire nous-mêmes de quoi remplacer ça. Et donc ils ont effectivement travaillé à une forme d'autonomie, et c'est la même chose pour les produits pétroliers. En 2014, les Américains ont fait un embargo sur tous les produits qui permettaient de faciliter l'extraction de produits pétroliers et la prospection. Et naturellement, c'est des équipements qu'on arrive à reproduire, et c'est ce qu'ont fait les Russes. Ils ont produit eux-mêmes les équipements qui jusque-là étaient plus avantageux d'acheter ou d'emprunter à l'Occident. Et puis maintenant, ils sont totalement autonomes dans ce registre-là. Donc, les sanctions sont fondamentalement un extrêmement mauvais outil de politique étrangère, et le problème, c'est que les Occidentaux n'ont pas su comprendre, en se limitant à des images d'Épinal sur la Russie, eh bien, ils ont totalement ignoré l'évolution de la situation en Russie, et c'est ce qui a conduit à prendre des décisions aujourd'hui qui sont à contresens en réalité de la réalité du terrain. Jacques Beau, on va continuer d'en parler évidemment, on a encore du temps ensemble, mais on fait un rapide point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Vue de haut. Conversation passionnante qu'on a décidé de rallonger, chers auditeurs. Jacques Beau devait nous quitter vers 9h10 et il est d'accord pour rester avec nous jusqu'à 9h25. On continue de parler d'abord du gazoduc Nord Stream, enfin des sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui ont eu lieu il y a quelques jours. Qui peut être bien le responsable? On a commencé à éliminer progressivement les pays, ou pas d'ailleurs, ou à en retenir certains candidats en tout cas à cette responsabilité. Mais plus généralement, on commence à élargir sur la responsabilité de nos politiques, peut-être sur le fait de ne pas avoir prévu ce genre d'accident, et de ne pas avoir prévu que la Russie, petit à petit, réagirait aux sanctions de 2014. Et à propos de prévention, il y a une autre question, Jacques Beau, qui se pose, c'est là les Norvégiens d'ailleurs sonnent l'alerte, disent que eux-mêmes sont en danger pour leur pipeline, et considèrent qu'il faudra faire très attention, et que finalement tous ces pipelines aujourd'hui ne sont pas en sécurité. Mais ça pose une vraie question, parce que ce sont quand même des points extrêmement stratégiques. Comment jusqu'à maintenant on a pu considérer que ces
pipelines, ces gazoducs, finalement, pouvaient rester sans trop de surveillance. Ça pose même une question. Et peut-être à ce sujet, préciser, puisqu'on parlait tout à l'heure du candidat à la responsabilité américain, préciser que Joe Biden avait quand même annoncé clairement qu'il se débarrasserait de Nord Stream 1 et 2 si la Russie envahissait l'Ukraine. Je vous rappelle que c'est un propos qu'il a tenu le 7 février 2022. Je vous propose de l'écouter, l'extrait. Alors, si la Russie envahit l'Ukraine, alors voilà, il n'y aura pas plus longtemps un Nord Stream 2. Mais comment on fera ça, demande la journaliste. Puisque le projet est sous contrôle allemand. Je vous promets que nous serons capables de le faire. Voilà les propos de Joe Biden. Est-ce que parfois les Européens devraient être un tout petit peu plus protecteurs de leurs intérêts vitaux et un petit peu plus méfiants aussi, Jacques Beau? Oui, alors évidemment, il y a plusieurs questions dans ce que vous avez évoqué. Donc, on va revenir peut-être sur la question initiale, qui est la question du pipeline, qui a été d'ailleurs inauguré le même jour que ces sabotages entre la Norvège et la Pologne. Alors, la particularité des sabotages qu'on a observés, c'est qu'en réalité, ils visent l'Allemagne. Oui. Ils visent l'Allemagne. Donc on est, et en admettant que les Américains soient à l'origine de ce sabotage, on est à une lutte des Occidentaux contre les Occidentaux. N'est-ce pas? Et dans le but, naturellement, d'isoler la Russie. Alors, déjà, l'énoncé de cet aspect vous donne la réponse pour l'autre gazoduc. Il y a peu de chances que ce gazoduc soit saboté. En réalité. D'abord, ça n'est pas la pratique que les Russes ont adoptée. Les Russes, depuis le début de l'offensive qu'ils ont lancée en février, n'ont pas interrompu leur liaison de produits ni de produits pétroliers ni de gaz. Je vous rappelle que toutes les interruptions qui ont eu lieu ont leur origine en Occident, ou l'Ukraine, puisque l'Ukraine a fermé d'autorité un des gazoducs qu'elle avait sur son territoire au mois de mars ou avril, et puis les autres gazoducs ont été fermés en Pologne notamment à la suite du refus des Polonais de payer leur gaz en roubles. Mais il n'y a pas eu quand même une diminution du flot en raison des travaux, enfin une petite façon quand même de montrer pour les Russes qu'ils peuvent baisser doucement le robinet? Non, alors ce qui s'est passé, je pense que les Russes, donc ce qui s'est passé, c'est que l'essentiel du gaz qui arrivait en Allemagne passait par Nord Stream 1 et ça nécessite évidemment des pompes qui doivent être révisées régulièrement et réparées de temps en temps aussi. Et c'est ce qui est arrivé à une des pompes durant le printemps et elle a dû être réparée par Siemens dans un des ateliers de Siemens au Canada. Or, donc Siemens a pris en charge la turbine et l'a convoyée au Canada. Le problème, c'est que le Canada n'a pas voulu la renvoyer à l'Allemagne sous prétexte de sanctions. Et cette turbine est restée en carafe pendant plusieurs mois. Et il y a eu des tractations entre l'Allemagne et le Canada pour que le Canada passe outre pour fournir cette turbine. Et puis, lorsque la turbine est revenue, en fait, les Allemands n'ont pas fourni les documents qui permettaient d'attester les travaux, plutôt c'est le Canada d'ailleurs, qui n'a pas fourni les documents qui permettaient d'attester les travaux et la qualité des travaux qui avaient été faits sur la turbine. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les pipelines russes ont déjà fait l'objet de sabotage dans des circonstances très analogues. Les Russes ont dit, tant que vous ne nous donnez pas les documents qui permettent de valider les réparations effectuées, eh bien, on ne peut pas prendre livraison de cette turbine. En plus de ça,
il y avait plusieurs autres turbines qui devaient être mises en maintenance selon les contrats. D'ailleurs, on est selon les contrats, il n'y avait rien de nouveau, c'était prévu dans le contrat avec Siemens. Et les Russes ont demandé à Siemens de faire ces travaux de maintenance, mais ils ont demandé également d'avoir la garantie que ces turbines reviendraient. Parce que ils ont très bien vu qu'ils donnent des turbines pour réparer, mais on les leur rend pas en retour. Et les Allemands, ni les Canadiens, ni les Allemands d'ailleurs, n'ont voulu leur donner la garantie que ces turbines reviendraient en retour. Alors les Russes ont dit bon, dans ces conditions, on peut pas vous fournir le gaz. On peut pas faire tourner notre pipeline à pleine capacité. Et puis c'est ce qui s'est passé. Donc en réalité, on a effectivement les Occidentaux qui ont mis tout en œuvre. Et de nouveau, on est dans un problème intra-occidental. Oui, c'est intéressant. Finalement, ça avait commencé avant cette attaque. On avait déjà cette tension d'Occident-Occident, du Canada, des Américains. C'est les Canadiens qui ont en fait sanctionner l'Allemagne. Et on a finalement un phénomène avec des moyens différents évidemment, et en admettant toujours que ce sont les Américains qui ont fait ce sabotage, eh bien ce sont les Américains qui ont sanctionné l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne qui était qui est un peu qui est d'ailleurs j'allais dire le maillon faible. Elle est le maillon faible parce qu'elle est le maillon fort de l'Europe. Vous comprenez? Elle est le moteur de l'Europe. Les Américains ont toujours, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont toujours une certaine méfiance à l'égard de l'Allemagne. Ils ont toujours eu crainte que l'Allemagne ne devienne trop puissante en Europe, et surtout ils ont toujours voulu éviter que l'Allemagne se rapproche trop de la Russie. Donc, c'est pas un hasard si aujourd'hui l'Allemagne est le pays qui souffre le plus et qui va souffrir le plus, d'ailleurs, de ces sanctions. Mais en réalité, les Russes n'ont pas du tout comme politique de vouloir couper leur gaz, et jusqu'à il y a quelques jours, je crois que hier, ils ont arrêté maintenant de faire circuler du gaz en Ukraine parce que l'Ukraine le problème, c'est que l'Ukraine ne respecte pas ses obligations. Le problème, c'est que le gaz qui traverse l'Ukraine doit aller en Europe et n'est pas destiné à la consommation locale ou à d'autres consommations. C'est d'ailleurs un problème qui est récurrent. Vous savez, en Ukraine, on est dans un pays dont la corruption est endémique. De nouveau, c'est pas moi qui l'invente, mais il faut voir les rapports, les documents de Transparency International qui a fait ces documents. Et un des points d'achoppement majeurs en matière de corruption, c'est évidemment le détournement, depuis le début des années 2000 d'ailleurs, le détournement de gaz par les oligarques ukrainiens à leur profit. Donc ils reçoivent des royalties de la part de la Russie pour faire transiter le gaz, mais en plus de ça, ils prélèvent soi-disant des fuites, n'est-ce pas, de gaz, qu'ils prélèvent et qu'ils vendent au prix fort à d'autres acteurs. Donc, on est avec un système qui est proprement mafieux en réalité, et ce système n'a évidemment pas, c'est évidemment pas effacé ou estompé avec la guerre, ce qui fait que aujourd'hui Gazprom a décidé que si l'Ukraine ne respectait pas ses obligations, eh bien il y aurait plus de gaz qui traverse l'Ukraine. Donc voilà, on en est là maintenant, mais c'est la seule opération que les Russes ont fait contre le gaz occidental. Sinon, on est effectivement dans des mesures qui ont toutes été prises par les Occidentaux pour restreindre. Je vous rappelle, c'est les Occidentaux qui voulaient se séparer de la Russie, pas la Russie qui voulait se séparer des Occidentaux. Et priver la Russie de ses sources de revenus pétroliers était un des moyens pour isoler davantage la Russie sur la scène internationale. Alors, Jacques, après, Nicolas, je voudrais juste terminer sur l'élimination de la liste des candidats potentiels à cette responsabilité. Est-ce qu'on a bien pris tout le monde en compte, la Russie, les Polonais, les Américains? On aurait pu prendre naturellement également les Allemands, qui ont aussi des capacités qui leur permettraient de faire un tel sabotage. Mais là, il est peu vraisemblable que ce soit les Allemands qui eux-mêmes se soient tirés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces sabotages visent essentiellement l'Allemagne. Et donc, il est peu probable, pas
impossible, mais peu probable qu'ils l'aient décidé eux-mêmes. Il y a peut-être les Britanniques aussi, mais ça ne semble pas être, disons, il n'y a pas d'indication qui permettent de dire que les Britanniques soient à ce stade impliqués dans cette affaire. Donc on reste sur le faisceau d'indices, les éléments que vous avez évoqués tout à l'heure nous emmènent plutôt à nous diriger du côté des Américains, malgré tout, là, d'après ce qu'on comprend. Tout à fait. Alors, Jacques Beau, il va y avoir quand même une imbrication. Est-ce que vous, première question, vous estimez qu'aujourd'hui, ces fuites, parce que Emmanuel Noël nous l'a dit dans le flash, une 4e fuite qui a été repérée, donc c'est quand même pour moi un tournant. Est-ce que pour vous, c'est un tournant de ce conflit, de cette autre chose, si les Américains voulaient, c'est dans le cas où ce serait les Américains, c'est mettre, bien entendu, l'Allemagne à genoux. La question que j'ai envie de me poser, c'est comment vont réagir nos instances européennes. C'est à un moment donné, si on estime que les services de renseignement extérieurs se rendent compte que ce sont les Américains qui sont allés saboter dans ce fameux détroit, d'ailleurs, et c'est très intéressant votre analyse là-dessus, les pipelines, à un moment donné, il va bien falloir que l'Union européenne change de braquet avec les États-Unis, puisque ça voudra dire que vouloir dézinguer, la présidentialité, l'Allemagne, c'est vouloir dézinguer derrière l'Union européenne. Concrètement, parce que l'Allemagne elle était déjà le maillon faible, mais alors là, c'est plus que le maillon faible. Et je précise à ce sujet que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis la réponse la plus ferme possible. Mais bon, si c'est contre les Américains, ça va être compliqué. Hein. Mais je pense qu'on est dans une conduite qui est totalement irrationnelle. C'est d'ailleurs ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc, l'Union européenne aujourd'hui est tellement engagée dans une dynamique, on peut carrément dire russophobique, qu'il est peu vraisemblable qu'elle, tout d'un coup, retourne son braquet, comme vous l'avez dit, vers les États-Unis. Je pense que ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, et en admettant naturellement que les États-Unis soient les responsables de cette affaire, c'est que on va continuer à accuser la Russie, comme d'ailleurs pratiquement tous les médias occidentaux l'ont fait, France 5, etc. On tire à boulet rouge sur la Russie, alors que même un général français a dit que les Russes avaient fait ça pour montrer ce dont ils étaient capables. C'est à peu près totalement idiot. Et donc on va continuer dans ce genre de rhétorique, et on va le problème avec les États-Unis, pour autant qu'on ait le courage de l'identifier, se réglera probablement dans les coulisses des instances européennes ou américaines, mais on va probablement pas amener ça sur la voie publique. Mais Jacques Beau, quitte à s'aborder finalement le potentiel énergétique et mettre des millions d'Européens dans des difficultés très compliquées pour cet hiver. C'est-à-dire qu'il pourrait aller jusqu'à là finalement pour ne pas se froisser avec l'oncle Sam. L'ami entre guillemets américain. L'ami américain. On est déjà là, on est déjà à ce point, n'est-ce pas? Aujourd'hui, enfin là, quand vous regardez les opinions publiques européennes, elles se rendent compte que les sanctions n'ont fait qu'aggraver une situation préexistante, et que ces sanctions étaient irréfléchies, et finalement que c'est la population, c'est vous et moi qui supportons le poids de décisions qui étaient totalement irrationnelles. Et comme vous constatez vous-même que en réalité on résout le problème avec la politique de l'autruche, c'est-à-dire que on ne parle pas des manifestations. Vous avez eu, par exemple, pendant tout l'été, vous avez eu des manifestations d'agriculteurs aux Pays-Bas. Aucun média français, belge, suisse n'ont parlé média de ces mainstream, manifestations. je précise, Jacques Beau, média mainstream, parce qu'on en a parlé ici. Média mainstream, c'est vrai. Voilà. Mais personne n'en a parlé, alors que même la police a tiré à balles réelles sur les agriculteurs. Donc, on est donc dans des situations très très graves, mais qu'on a totalement occultées, et c'est la même chose aujourd'hui avec des manifestations, même des manifestations qui arrivent à Paris, et puis on nous dit sur LCI que c'est des images qui ont été truquées par la Russie,
dire, et qu'en fait, il y a jamais eu de manifestation. Donc, on va certainement aller dans cette direction-là, parce que c'est finalement ce qu'on a trouvé de mieux pour répondre. Les politiques se sont engagés. Vous avez des gens comme Macron, ils ont tellement affirmé, ils ont tellement été dans une seule direction, que maintenant, revenir en arrière, ce serait un désaveu absolument dramatique, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on est un peu voué à continuer dans des politiques de mensonges, en réalité. Jacques Beau, je voudrais continuer la question de Nicolas Vidal sur la réaction européenne vis-à-vis peut-être du responsable américain. Encore une fois, tout ça est pour le moment autant conditionnel. Si jamais eux-mêmes se rendent compte, vous dites que ça se réglera en coulisses, mais ou alors ça ne se réglera pas, parce qu'on voit bien l'influence américaine qui est de plus en plus présente, notamment au sein des institutions européennes, et en fait peut-être même qu'ils sont déjà au courant qu'il y a une responsabilité américaine et que enfin voilà, qu'ils ne font qu'obéir aux ordres américains, non? Ou je vais trop loin là? Écoutez, je ne suis pas en mesure parce que là on est dans le domaine de la spéculation, je ne suis pas vraiment en mesure de m'exprimer intelligemment là-dessus. Je peux m'imaginer qu'on va peut-être rien dire ou laisser faire. Ça c'est possible. D'ailleurs, dans le passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a eu lieu, n'est-ce pas, quand les Américains ont déjà saboté, comme je l'ai dit, le gazoduc Bratstva en 82. Il n'y a eu aucune répercussion. Ou pardon, mais même dans d'autres affaires que des gazoducs, il y a eu l'affaire Alstom, tout de même, où là, vraiment, il y avait une prise de pouvoir américaine et on n'a absolument rien dit, rien fait. Et puis, plus récemment, la vente des sous-marins, pardon, je vais y arriver, à l'Australie, qui a été bloquée par les Américains. Là, on est dans des situations un peu différentes. Pour Alstom, on est dans des problèmes de politique commerciale où les Européens n'ont pas eu beaucoup de sensibilité pour comprendre ce qui se passait. Ils se sont fait doubler. Mais on est dans des affaires commerciales. Et là, les Américains ont été plus habiles. On a été moins habiles. C'est tant pis pour nous. Vous comprenez? Là, on est dans des situations très différentes. Pour le sabotage d'un pipeline, on n'est pas dans des affaires commerciales. C'est des affaires qui sont strictement géostratégiques. Et naturellement, qu'il y a une implication, etc. La même chose pour... Vous savez, j'avais écrit un article sur la question des sous-marins. On savait depuis plus d'une année que les Australiens voulaient changer. C'est simplement Jean-Yves Le Drian qui n'a pas voulu écouter ce qui était même dans la presse australienne. Donc tout d'un coup, quand les Australiens ont changé d'idée, on a fait les jeunes vierges effarouchées, mais en réalité, dans la presse australienne, il était déjà écrit depuis et j'ai fait un article qui est très très documenté. Les Australiens, on parlait ils avaient averti déjà le gouvernement français à plusieurs reprises parce que les promesses qui avaient été faites par les constructeurs français, notamment en matière de retombées, donc les participations économiques des entreprises australiennes, tout ça, les Français n'avaient pas fait grand-chose. Or, c'était cet élément-là qui était déterminant dans le choix des Australiens. Et les Australiens ont levé le drapeau jaune à plusieurs reprises à l'égard de la France. Il n'y a pas eu de réaction et donc la décision australienne, en réalité, était parfaitement prévisible. Elle était même totalement prévue. Il y a uniquement la politique française qui a joué un peu l'étonnement, tout simplement parce qu'ils ont été totalement incapable de gérer la situation pendant plus d'une année avant la décision australienne, la décision finale australienne. Alors Jacques Beau, on a parlé un peu des médias par petites touches et j'étais plongé hier dans votre livre. D'ailleurs, je recommande vraiment sa lecture. Jacques Beau, Opération Z chez Max Milo. Lisez-le, vraiment, c'est passionnant. Vous dites, nos médias participent à une entreprise criminelle dont le seul objet est de rendre impossible une solution diplomatique. Donc là, on est bien au-delà de la propagande. On est presque finalement à un rôle politique des médias qui pousse nos chers dirigeants finalement à aller en contresens et peut-être faire basculer une partie de l'opinion aussi dans cette russophobie que vous évoquez. Une entreprise criminelle, c'est fort quand même comme verbe. Oui, je pense que c'est tout à fait justifié. Je pense même qu'on est en deçà de ça. D'ailleurs, nos médias n'ont jamais protesté contre le massacre d'Ukrainiens
par l'Ukraine entre 2014 et 2022, puisque je vous rappelle que les citoyens du Donbass étaient des citoyens ukrainiens. Qu'aujourd'hui, nos médias ne s'intéressent pas plus, d'ailleurs, au sort des soldats ukrainiens qui meurent. Jamais, on a toujours l'impression que eux ne meurent jamais, il y a que les Russes qui meurent. Donc, hardi petit, allez vous battre, les Ukrainiens ne meurent pas. Or, c'est pas vrai. Les politiques que l'on fait sont des politiques qui conduisent des gens à la mort de manière inutile. Je rappelle que si la France et l'Allemagne avaient rempli le rôle qu'elles s'étaient elles-mêmes attribué dans le cadre des accords de Minsk, il n'y aurait probablement pas eu ce conflit. Donc il y a clairement une déficience au niveau de la politique européenne. Mais en plus de ça, personne ne dit rien lorsque, vous savez, les files de gens qui allaient voter pour ces référendums étaient bombardés par l'artillerie ukrainienne, et il a fallu d'ailleurs décentraliser quelques centres de vote pour éviter qu'on fasse des rassemblements de population trop importants, de façon à éviter qu'elles soient touchées par l'artillerie ukrainienne. Aucun média occidental n'a parlé des tirs des Ukrainiens contre les votants de la région du sud, dans la région de Kherson, Zaporozhye et Donetsk. Donc, on est dans des médias qui favorisent l'idée d'ailleurs que les Ukrainiens sont des Untermenschen, des gens dont on n'a pas besoin de s'occuper parce que c'est des sous-hommes en réalité, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça qu'on a traité les morts dans la région du Donbass entre 2014 et 2022. Et par ailleurs, la vie des populations civiles bombardées avec d'ailleurs des munitions de l'OTAN, y compris des munitions françaises qui ont été tirées sur les populations civiles, tout ça ne dérange absolument personne. Or, moi je pense que la situation étant ce qu'elle est, quelle que soit la manière dont on peut juger les raisons ou la pertinence de l'offensive russe en février, on est dans une situation aujourd'hui où il faut revenir à la raison, arrêter de pousser les gens à aller se battre, essayer de trouver des solutions négociées. Je vous rappelle qu'au mois de mars, ce sont les Occidentaux qui ont empêché Zelensky, pas seulement empêché Zelensky, qui ont forcé Zelensky à retirer l'offre qu'il avait faite aux Russes de négocier. Et c'est Zelensky qui était d'accord pour revenir sur la table des négociations, je le rappelle à nos éditeurs, et donc ça a été bloqué. En effet, il était freiné dans sa... Par les Occidentaux. Et ça, c'est des informations que je tire de Ukrainska Pravda, c'est d'ailleurs dans mon livre. Donc c'est bien les médias ukrainiens eux-mêmes qui ont noté que les Occidentaux étaient le principal obstacle à la paix. Alors Jacques Beau, une dernière question concernant, on voit cet acharnement en tout cas médiatique à vouloir absolument toujours plus de sanctions contre la Russie, toujours mais donc très enfermé finalement dans une vision des choses, sans prendre en compte aussi ce qui est en train de s'entraîner, c'est-à-dire dans quoi on est en train de nous-mêmes d'être emmenés, peut-être une guerre mondiale. Jacques Beau, pour vous, y a-t-il une issue à ce, et ce sera notre dernière question, y a-t-il une issue à cette course à l'échalote, on va dire? Pour moi, il n'y en aura pas tant que les Occidentaux n'ont pas compris que finalement, il y a un moment, il faut savoir voir la réalité en face et puis commencer à parler. C'est finalement le meilleur moyen d'éviter les conflits, c'est de parler. Moi, j'ai été sur des théâtres de guerre, j'ai été pour les Nations Unies envoyé pour la paix dans plusieurs zones du monde. J'ai vu les effets de la guerre, je sais ce que ça coûte, et contrairement à ces journalistes qui eux écrivent depuis des bureaux bien chauds de Paris qu'on est conspirationniste quand on parle de la paix, moi j'ai cette expérience du terrain. Et quel que soit ce qu'on peut penser de un ou de l'autre des acteurs, il y a un moment, il faut revenir à la raison. Il suffit pas depuis Paris de dire les Ukrainiens, ou comme l'a dit le sénateur américain Lindsey Graham, qui disait il faut envoyer des armes et les Ukrainiens se battront jusqu'au dernier, n'est-ce pas? En fait, c'est de la chair à canon, et nos médias, nos politiciens considèrent les Ukrainiens comme de la chair à canon pour satisfaire leurs propres ambitions
position politique, et je pense que c'est tout aussi détestable que d'avoir déclenché une guerre, si tant est qu'on peut dire que les Russes l'ont fait, puisque, je vous le rappelle, ils n'ont fait qu'appliquer un principe des Nations Unies, c'était la responsabilité de protéger, the responsibility to protect, ou R2P, qui est un concept des Nations Unies, alors que la population du Donbass était au début février, ou à la mi-février, sous le feu de l'artillerie ukrainienne. Et pour conclure, Jacques Beau, finalement, avec ce que vous nous dites, c'est pas ces sabotages, peut-être interoccidentaux qui vont visiblement ouvrir les yeux de nos médias ou de nos politiques, et c'est bien cela qui est inquiétant. C'est dommage, ça aurait pu au moins servir de leçon. En tout cas, merci beaucoup Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes ex-membre des renseignements suisses, chef de la doctrine des opérations de la paix pour les Nations Unies, chef de la lutte contre la prolifération des armes légères à l'OTAN. Au sein de l'OTAN, vous avez participé à des programmes en Ukraine, notamment après la révolution de Maïdan entre 2014 et 2017. Et vous êtes auteur de ce dernier livre, de nombreux livres, mais de ce dernier, Opération Z, dont parlait beaucoup Nicolas Vidal aux éditions Max Milo. Et puis merci à vous Nicolas Vidal. Merci beaucoup. Mais vous restez avec nous, fondateur de Putsch Média. On se retrouve dans quelques instants pour cette chronique. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.